Alors, on a déjà dit bonjour à certains, mais bonjour à tous et bonjour donc, aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, on est ici pour un webinaire qui est consacré à la sécurisation des usages de l'IA en entreprise. Alors, pour ma part, je suis Mélissa Perrier, je suis la rédactrice en chef d'InCyber News, qui est le média du forum InCyber. C'est ce qui fait vivre le forum toute l'année et également ce genre d'événements. Je suis en compagnie d'Olivier Vaugrenard et d'Alexandre Domard de chez Netmetrix. Merci à tous les deux d'être présents. Je vais d'abord vous laisser vous présenter avant de rentrer un peu dans le vif du sujet. Oui, effectivement. Enchanté. Olivier Vaugrenard, donc de la société Netmetrix, et je suis un des fondateurs de la société. Ouais. Et moi, je suis Alexandre Domard, donc je suis pre-sales chez Netmetrix et je m'occupe notamment des solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui. Super. Est-ce que tu veux passer à la deuxième slide? Oui, bien sûr. Alors, on va simplement poser le cadre pour commencer et je vais introduire du coup ce dont Olivier et Alexandre vont vous parler aujourd'hui. On le sait, c'est un secret pour personne désormais. L'IA, elle est entrée rapidement dans les usages et forcément, le constat aussi, c'est qu'il n'y avait pas de cadre clair, du moins jusqu'à maintenant. Et malgré toutes les promesses de productivité que ça représente, il y a encore des zones d'ombre, notamment ce que les collaborateurs partagent, les outils qu'ils utilisent et ce que l'entreprise contrôle vraiment. Alors, je vais vous présenter l'agenda. Non, tu dois... Alors, pour revenir sur ces enjeux, Alexandre et Olivier nous ont construit un agenda qui est un cheminement finalement assez logique. On va d'abord parler des usages, forcément, où l'IA est déjà utilisée dans l'entreprise, que ça change concrètement. On passera ensuite aux risques, donc notamment le shadow AI, les fuites de données, les injections. Ça, c'est une liste non exhaustive. On regardera ensuite le cadre réglementaire, parce que forcément, ces usages, ils posent des questions de conformité. Et une fois qu'on aura compris les règles du jeu, on verra concrètement comment on peut agir, notamment avec une politique d'usage, puis avec Prompt Security qui permet de reprendre la main. Alors, vous avez, comme vous avez pu le constater, un chat, mais également un outil question sur cet espace qui vous permet, du coup, tout au long du webinaire de poser des questions. Si vous posez des questions au sein des parties, je pense que j'attendrai la fin de la partie pour les poser à Olivier et Alexandre. Et vous aurez bien entendu un temps de questions-réponses à la fin. On vous réserve un petit temps. Et il y aura également 3 sondages durant ce webinaire. On vous demande évidemment de participer au maximum. Comme ça nous permettra d'avoir une vision la plus précise possible de vos usages justement de l'IA aujourd'hui. On va commencer par les usages du coup. Forcément, avant de parler de sécurité, on va reposer les bases. Si tu veux, Alexandre. Alors je vais peut-être passer plutôt sur une présentation de mon écran. Alors, je m'excuse à tous, mais j'ai l'impression que tout le monde peut changer les slides. Ah oui. Donc, j'ai que la technique intervienne là, parce que c'est pas normal qu'on ait tous la main. Il y a un gros souci. Donc, je pense que je vais partager mon écran pour avoir la main sur ce qui est présenté. D'accord. Oui, ça sera peut-être mieux. Ouais, ça marche. Bon, avant de parler de sécurité, du coup, on va regarder où l'IA, elle est déjà rentrée dans l'entreprise, que ce soit officiel ou non d'ailleurs. Olivier, est-ce que tu peux nous dire sur le terrain si tu vois encore des entreprises en phase de test ou est-ce que les usages de l'IA sont selon toi déjà bien installés dans les équipes? Alors, avant peut-être de répondre à la question, ce qu'on peut peut-être faire, c'est que je vous parle un petit peu. Est-ce que sur le terrain, tu constates qu'il y a des entreprises qui sont encore en phase de test ou justement les usages de l'IA, ils sont bien installés, bien encadrés? Alors, est-ce que déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression qu'il y a du délai. Il y a un problème de connexion. Il y a un très gros délai, oui, effectivement. Bon, c'est pas faute, messieurs, dames, d'avoir fait des tests, on vous rassure, c'était nickel avant le lancement, on vous l'assure, on a préparé ça avec beaucoup de conscience. Effectivement, c'est... Et bien. Non, il y a beaucoup de délai, Olivier.
Est-ce que, Alexandre, tu veux peut-être nous présenter les usages à la place d'Olivier? Je me permets si... Effectivement, je vais peut-être présenter. Donc, effectivement, alors tu l'as dit, il y a différents usages, différentes choses que l'on peut retrouver aujourd'hui en entreprise. On fait un constat qui est assez global à toutes les sociétés, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, elle est partout. Aussi bien pour les utilisateurs, pour des outils de sécurité, pour les développeurs, pour les équipes de ressources humaines, les équipes légales. On va en retrouver partout. Et non seulement sur des usages directs, donc avec tout ce qui va être les outils métiers, ChatGPT, Copilot, Gemini, les assistants de code, les agents IA, maintenant, on en voit aussi émerger, mais aussi pour les usages indirects, c'est-à-dire qu'on va retrouver des IA intégrés dans nos outils métiers, on va retrouver des applications qui vont intégrer des LLM, même si ce ne sont pas leur but premier, et ces usages-là, ils sont très souvent invisibles. Et aujourd'hui, McKinsey Global Survey le dit, il y a à peu près 77% des entreprises qui utilisent ou exploitent l'IA au niveau de leur mission, en tout cas aujourd'hui. Je vous propose, pour commencer justement, je vous avais parlé donc de sondage en introduction. Normalement, vous avez dû voir apparaître le premier sondage sur la partie dédiée. L'idée, c'est qu'on voit où vous, en tant que participant, en tant que vous travaillez dans des entreprises de typologies différentes, où en est votre maturité en termes d'IA. Donc, je vous laisse répondre, on vous laisse 1 minute et ensuite, on reviendra rapidement sur les résultats. Effectivement. Merci d'avance pour vos réponses. Effectivement, l'idée, c'est de savoir, bien comprendre quels sont les niveaux de maturité de vos différents projets, à quel point vous avez pu déployer ou utiliser l'IA dans votre entreprise, et bien comprendre, et aussi savoir, effectivement, si vous avez des projets de déploiement d'outils qui utilisent l'IA ou de politique, on y reviendra après, autour de l'IA. Alors là, les résultats sont en train de se dessiner en direct. Alors, j'attends un petit peu. Tu as accès aux résultats également, Alexandre, là, sur Oui, ta... tout à fait. Super. J'attends encore un petit peu que tout le monde réponde. Pour l'instant, il y a un équilibre avec les 3 premières réponses. Effectivement. Alexandre, tu veux rebondir, tu veux commenter en direct les résultats et puis quitte à ce qu'on revienne dessus à la fin, peut-être si davantage de personnes ont répondu? Tout à fait. Effectivement, bon, on voit qu'il y a clairement en dessin une courbe entre guillemets qui se dessine. La plupart des gens ont déployé, mais de façon restreinte, qui est compréhensible. On le verra après, mais ça constitue justement une nouvelle surface de risque qui est d'ailleurs pas toujours identifiée. On voit aussi qu'il y a des déploiements dans différents projets. Donc, j'imagine que c'est des déploiements qui ont été réfléchis, qui sont suivis et identifiés, et aussi beaucoup de phases de test. On comprend, aujourd'hui, il y a la plupart des outils qui l'utilisent. On a quand même 15% de personnes qui n'ont pas de projet. Ça, c'est ce que je comprends. Mais on en discutera peut-être au niveau des questions-réponses pour bien comprendre pourquoi ne pas utiliser l'IA et surtout comment, on va pouvoir y venir après aussi, comment pouvoir l'intégrer sans se poser de questions de sécurité.
Alors, je te propose qu'on passe à la Ouais, partie des risques. tout à Donc, fait. les usages sont là ou pas selon les entreprises. Et souvent, on s'en rend compte aussi, c'est au-delà de ce que l'IT a validé. Olivier, ma question, c'est, ou Alexandre, logiquement, qu'est-ce que l'entreprise elle maîtrise vraiment aujourd'hui et qu'est-ce qui lui échappe encore en fait vis-à-vis de l'implémentation des projets d'IA? Eh bien, justement, on a vraiment 6 gros vecteurs de risque aujourd'hui à identifier. C'est des vecteurs de risque qui vont être aussi bien du niveau sécurité pour les usages non contrôlés, mais aussi d'un point de vue compliance et RGPD, où on va falloir pouvoir contrôler, on le verra après aussi sur la réglementation, comment est-ce que nos données sont utilisées. Donc aujourd'hui, on va retrouver notamment le shadow AI, le fait de ne pas pouvoir contrôler les usages de nos collaborateurs. La fuite de données, bien évidemment, puisque des données sensibles, des données personnelles ou des données tierces, du code source, par exemple, propriétaire, pourraient être utilisées dans différents LLM sans contrôle de ces usages. On a des attaques directes aujourd'hui par les attaquants, notamment au niveau de l'IA agentique, qui peut être mis en place dans différents projets. On a aussi souvent beaucoup de génération de code. On a de plus en plus d'assistants de code chez les développeurs qui vont générer du code compromis ou du contenu qui n'est pas autorisé par rapport aux différents usages que l'on devrait avoir. Et donc, ces 6 vecteurs d'attaque, il faut pouvoir les maîtriser. Et pour les maîtriser, malheureusement, aujourd'hui, les outils qui étaient sur le marché jusqu'ici ne suffisent plus. On va retrouver notamment des outils CASB, Software Gateway, DLP, qui vont nous permettre de contrôler au niveau du réseau, faire du filtre au niveau des URL, ou alors au niveau du DLP, au niveau des données que l'on envoie. Mais en fait, on n'a pas assez de contexte au niveau de l'IA, on n'a pas une maîtrise assez complète du trafic envoyé à nos IA. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est comprendre et interpréter ce trafic, interpréter du coup les prompts, on pourra aller un peu plus dans le détail, et bien identifier ces vecteurs de risque pour pouvoir s'en protéger. Merci d'avoir posé les risques, Alexandre. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que les risques sont plus seulement techniques, on en a parlé en intro, ils sont aussi juridiques et organisationnels, si je ne me trompe pas. L'enjeu, du coup, maintenant, c'est de savoir comment les entreprises elles peuvent s'y retrouver dans ce cadre réglementaire qui se densifie entre l'IA Act, le RGPD, NIS 2, pour ne pas tous les citer. Par quoi on commence, Alexandre, pour structurer une démarche claire sans empiler les réglementations et les obligations? Tout à fait. Alors, l'idée, c'est déjà de bien identifier quelles sont les réglementations qui nous impactent. On va avoir, ici, je parle de l'UIAC, par exemple, du RGPD, NIS 2, l'ISO IEC 42001 pour justement encadrer les usages de l'IA. Il faut comprendre ce qui nous impacte. Ici, je suis sur des normes qui sont plutôt européennes. Sur des solutions aussi dans le reste du monde, on aura des normes différentes. On peut penser aux États-Unis, à l'AI Act, par exemple, et d'autres qui sont en vigueur. Et il faut aussi comprendre surtout ce qui nous impacte, mais qu'est-ce qui nous impacte dans ces réglementations. Parce que chaque réglementation va poser des normes différentes et surtout des besoins différents, qui soient directs ou indirects, encore une fois, sur les usages. Le UIAC, par exemple, demande une classification directe des usages de l'IA par niveau de risque au niveau de nos applications, un inventaire et une traçabilité des usages de l'IA et la possibilité de faire des audits de système à haut risque avec des rapports d'audit complets sur les usages de l'IA, les modèles utilisés, mais pas que, puisque c'est aussi applicatif. Avec le SBOM, par exemple, l'AI-BOM, pour retrouver aussi tout ce qui est supply chain des modèles, si ce n'est pas développé en interne. On a aussi les RGPD qui vont poser une base, alors pas pour l'IA directement, encore une fois, mais par contre pour les données qu'on y envoie. Puisque les données personnelles de nos collaborateurs qui pourraient transiter sur ces IA, elles vont poser un souci de RGPD dans un cadre où on ne peut pas contrôler ces données.
Et l'idée, c'est de pouvoir justement avoir du traitement, répondre à l'article 32 pour le contrôle et traitement des données personnelles, et surtout avoir un registre et enregistrer, analyser et identifier les impacts que les IA ont sur les données personnelles de nos collaborateurs. Pour NIS 2, on est vraiment côté cybersécurité. Donc là, c'est gouvernance de la cybersécurité, des usages de l'IA pour la cybersécurité. Alors, pour la protection, mais pas que, aussi au niveau du coup des données que l'on va envoyer, ne pas avoir de données sensibles, de données propriétaires, du code qui pourrait impacter et poser problème à la société. Mais alors, on a ces usages directs de l'IA, mais on va aussi parler beaucoup en ce moment de l'IA agentique, c'est de ne pas donner trop de permissions à nos agents, nos applications qui vont utiliser de l'IA pour avoir accès au reste de la chaîne de logistique, des applications métiers, etc. Et pour finir, alors, une réglementation qui est plutôt une norme, hein, l'ISO IEC, on est plus sur une norme qui vient justement poser des bases depuis 2023 sur les usages, comment les encadrer, comment faire le cycle de vie et le contrôle des fournisseurs d'IA, avoir la possibilité d'avoir un monitoring complet et tout ça en vous accompagnant sur la partie compliance au niveau de l'IA. Merci Alexandre. Maintenant, reste à savoir si ces fameuses politiques d'usage, elles suivent vraiment sur le terrain. Alors, tu vas nous dire par quoi commencer quand on veut passer d'une intention à une vraie politique d'IA applicable. D'abord, on va commencer par vous sonder à nouveau, justement sur où vous en êtes dans la mise en place des politiques vis-à-vis des usages de l'IA au sein de votre entreprise. On va vous demander, comme tout à l'heure, de répondre, s'il vous plaît. Effectivement, on parle beaucoup du coup des réglementations. L'idée, est-ce que aussi, c'est de savoir dans ces politiques, est-ce que vous avez pu définir via ces réglementations ces besoins des politiques d'utilisation de l'IA, du blocage, de la restriction ou autrement du monitoring, ou à l'inverse, pas du tout, c'est pas forcément une priorité de votre côté, plutôt une réflexion pour le futur, mais c'est pas encore implémenté. N'hésitez pas effectivement à répondre. Il y a quand même quelques politiques déjà définies, c'est pas mal. Effectivement, près de 30%. En cours de réflexion aussi, c'est bien ça. Je laisse encore une petite minute. Super, je vois qu'on a à peu près 40 personnes qui ont voté. Pour débriefer un peu, c'est effectivement intéressant. On a 23% de personnes qui ont défini et appliqué une politique. Donc, c'est très intéressant parce que du coup, ça montre une certaine maturité au niveau du sujet de l'IA, des usages. Maintenant, à voir aussi à quel point, effectivement, les politiques sont permissives ou non. C'est des retours qu'on a beaucoup sur des permissions, enfin, sur des politiques définies, mais qui sont très bloquantes. Alors, on y reviendra un petit peu après pour voir comment est-ce qu'on peut aussi contourner ces choses-là et surtout les adresser de la meilleure des manières. On a 28% de politiques définies. Alors là, on y viendra peut-être au niveau questions-réponses, mais c'est intéressant. Savoir pourquoi est-ce que c'est pas encore appliqué, est-ce que c'est une question de timing, de temps, ou est-ce que c'est une question aussi de technologie et comment appliquer ces politiques, justement, on va le voir aussi avec la solution Prompt Security, où là, c'est très intéressant. Et je vois qu'il y a 44% quand même de pas encore, mais que c'est en cours de réflexion. Donc, on voit quand même
une piste, un fil rouge, effectivement, autour de l'IA qui commence à se dessiner au niveau des sociétés. Alexandre, merci. Je me permets de te poser une question que Guillaume Brélin a posée tout à l'heure vis-à-vis des politiques, des obligations que tu as présentées. Il nous demande quel type d'entreprises sont soumises, intéressées par la norme ISO 42001, justement. Tout à fait. Alors, la norme ISO 42001, pour le coup, elle vise tout type de société. L'idée, c'est vraiment de pouvoir encadrer les usages de l'IA au sein de l'entreprise. Donc, l'usage de l'IA au niveau des collaborateurs, mais pas que, aussi au niveau du développement, de modèles internes, d'utilisation de l'IA, d'utilisation de données de clients. Ça va venir couvrir l'usage de l'IA en général. Super, merci beaucoup. Alors, on a vu que certains avaient encore une politique en cours de réflexion. Pour ceux qui n'en ont pas encore de définie, tu peux nous dire par quoi on commence pour contrôler ces fameux usages? Bien, tout à fait. Donc, pour construire une politique d'utilisation de l'IA, nous, en tout cas, on a posé 5 étapes. Il y a des points clés à voir, évidemment, savoir inventorier, savoir pallier au shadow AI et identifier tous les outils qui vont être utilisés par nos collaborateurs. Ça, c'est très important. Maintenant, ces outils, dans un second temps, il faut aussi les classifier, savoir quels sont les outils que l'on autorise, quels sont ceux que l'on n'autorise pas, quels sont ceux que l'on veut restreindre pour certaines équipes, pour certains usages. On peut penser, alors il y a un exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est pas mal de sociétés ont des collaborateurs qui utilisent beaucoup de ChatGPT, mais par contre, les développeurs, eux, préfèrent utiliser Claude avec leurs outils, Claude Code, des outils qui sont très performants. Et du coup, c'est savoir comment est-ce qu'on va venir intégrer ChatGPT pour nos équipes, disons nos équipes marketing, et Claude Code que pour nos collaborateurs développeurs. Et là, tout ça, il y a un enjeu, savoir comment bloquer, réguler. Et en vient le troisième point, donc faire la régulation, poser des règles par département, par profil d'utilisateur, puis contrôler effectivement l'application de ces règles, et pour finir, sensibiliser dans le cas où nos collaborateurs ne comprennent pas et surtout tentent ou non de déroger à ces règles. Donc, par ça, je voudrais quand même appuyer du coup sur le fait des points clés. L'idée, c'est d'avoir une vision complète, une granularité par équipe, et être capable de s'aligner avec les différentes réglementations et de mettre à jour en continu nos politiques, puisque ce n'est pas quelque chose qui va rester figé, ça avance très très vite, on le voit beaucoup, et il y a énormément d'outils qui continuent à se développer sur le marché, et donc il faut pouvoir adresser ces outils. Et justement, pour passer de la théorie à la pratique, est-ce que tu peux nous montrer justement ce que Prompt Security ça apporte en réponse à ces enjeux, et comment, grâce à Prompt, on peut couvrir les angles morts que les outils de sécurité classiques, justement, ils ne voient pas forcément? Tout à fait, effectivement. Donc, via Prompt, qui est une solution aujourd'hui de SentinelOne, on va avoir une réponse à ces usages et on couvre surtout les 4 grands cas d'usage que l'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire l'utilisation de l'IA par les employés, savoir détecter le shadow AI, savoir contrôler les données qui sont envoyées, données personnelles, sensibiliser les collaborateurs, et surtout appliquer des règles, encore une fois, par département, par équipe. On va avoir le cas d'usage des assistants de code aussi pour les développeurs, puisque en plus de l'utilisation des IA des développeurs, on va avoir l'utilisation d'IA dans les assistants de code qui vont utiliser, on le verra, souvent des technos un peu différentes où on pense pouvoir les contrôler, mais très souvent, en tout cas purement par le réseau, c'est difficile. Et justement, Prompt va venir s'intégrer dans les assistants de code IA, justement pour protéger les données qu'on y envoie, que ce soit les secrets, les données sensibles, les données propriétaires également. On est capable d'identifier ces données pour protéger l'utilisation de l'IA pour la génération de code dans les assistants de code. Dans un troisième temps, on va voir les applications IA développées en interne. Donc, l'idée, c'est de pouvoir
contrôler quels sont les prompts qui sont envoyés depuis nos applications. Par exemple, un chatbot sur votre site web, on va retrouver des applications qui vont faire aussi de la corrélation, de la mise en place de rapports automatiques en se connectant à l'IA. L'idée, c'est de pouvoir contrôler ce que va envoyer notre application à notre IA, que ce soit de l'IA interne ou de l'IA externe, et pouvoir neutraliser les visages qui vont être malveillants, bien évidemment, filtrer les contenus nuisibles et les informations que l'on va envoyer. Et pour finir, on va couvrir un quatrième cas d'usage qui commence à se développer de plus en plus, c'est par rapport à l'IA agentique. Donc, non seulement on va être aussi capable donc, de se placer devant l'IA provider, mais on va aussi pouvoir contrôler le protocole MCP via une gateway MCP qui permet aujourd'hui Prompt Index, aujourd'hui, près de 13 000 serveurs MCP qui sont disponibles en open source sur GitHub, GitLab, Hugging Face, etc. Et permet de faire un score de ces différents serveurs et surtout on le verra juste après, d'avoir une granularité de blocage, autorisation, surveillance des données qui transitent sur le protocole MCP. Je me suis permise de lancer le sondage pendant que tu nous présentais les cas d'usage couverts. Comme ça, ça nous permettait de laisser un peu plus de temps. Vous étiez tellement concentrés que tout le monde n'a pas répondu. Si vous voulez nous faire part de vos cas d'usage au sein de votre écosystème, comme ça, ça nous fait une bonne photographie de vos usages aujourd'hui. Effectivement. Merci, Mélissa. Je t'en prie. Alors, je vois un message dans le chat. Puis-je répéter le slide 5 ? Alors, par le slide 5, vous voulez dire cette slide ou la slide numéro 5, qui sont deux slides différentes. Est-ce que c'est la slide sur l'IA et partout dans les entreprises? À mon avis, c'est ça. Donc, si vous le souhaitez, on y reviendra après. Il y a quelqu'un qui a demandé d'ailleurs si la présentation pouvait être partagée. Si vous voulez répondre en direct. Oui, bien sûr, effectivement. Si vous le souhaitez, on pourra vous partager la présentation. On a 38 votes sur les cas d'usage utilisés. D'ailleurs, désolé pour la coquille. Effectivement, donc sans surprise, on a le 36% pour les employés. C'est évidemment les usages que l'on va retrouver le plus souvent chez nos collaborateurs. 27% pour les développeurs, c'est évidemment le second usage le plus utilisé pour la gestion de code, le développement. C'est des choses qu'on retrouve très très fréquemment et qu'on adresse aussi très 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 bien. Puis les applications en interne et l'IA agentique qui, on le voit chez beaucoup de sociétés, commence à se dessiner, est en réflexion, mais n'est pas encore en place. Bien, merci pour vos réponses. Effectivement, les cas d'usage vont être multiples. L'idée, c'est, et surtout, et c'est là la force de Prompt, c'est de pouvoir couvrir un des 4 cas d'usage ou les 4 cas d'usage en même temps. On est très flexible dessus et ça permet aussi de pouvoir y aller de petit à petit, mettre en place des politiques de sécurité et des usages de l'IA qui vont être granulaires et qui vont venir se développer avec le temps. Tu peux revenir sur les caractéristiques clés également de Prompt? Oui, tout à fait. Donc,
ce qui est intéressant, c'est que pour chaque cas d'usage que j'ai pu vous présenter, on va avoir une visibilité totale sur donc, les prompts qui vont être envoyés à l'IA. On va être capable de détecter les différentes interactions, de protéger aussi ces prompts. Protéger dans deux sens. Dans un premier temps, protéger les données qui sont contenues dans ce prompt, les données personnelles, encore une fois, les secrets, les informations IP, les informations propriétaires, etc., qui seraient potentiellement nuisibles à l'utilisateur ou à la société. Et tout ça, on peut l'anonymiser. On est capable de le voir, anonymiser, détecter et permettre soit un blocage du prompt, soit une utilisation anonymisée de ce prompt pour l'IA. On a bien évidemment toute une partie gouvernance qui va vous permettre de mettre en place des différentes politiques pour différents usages, différentes équipes, différents modèles d'IA. On peut imaginer avoir une politique différente pour un AI provider que l'on va payer et un AI provider qui est utilisé de manière gratuite par les collaborateurs. Une sécurité aussi au niveau de tout ce qui va être prompt malveillant. Donc, tout ce qui va être prompt injection, jailbreaks, extraction de contenu, extraction de système prompt, etc. On va se positionner aussi en gateway MCP, bien évidemment, pour la partie agentique. Et l'idée, c'est d'avoir un déploiement, on va y revenir après, qui soit facile et rapide de trois manières possibles. Alors, soit avec un agent léger, une extension de navigateur ou de manière proxy, reverse proxy pour les applications. J'ai David Murat qui nous demande comment Prompt est intégré avec les agents EDR S1. Alors, aujourd'hui, on est sur deux agents différents pour le moment. C'est une intégration qui est en développement. Donc, d'ici la fin de l'année, je pense qu'on aura une intégration complète aux agents S1. Pour le moment, c'est deux agents différents. À terme, ce sera deux agents, ce sera combiné, fusionné. Merci Alexandre. Tu veux nous parler des modes de déploiement? Oui, effectivement. Donc, j'en parlais juste avant. On a trois modes de déploiement. Donc, sur les endpoints, sur les machines, on va être déployé de manière d'un agent léger sur la machine pour tout ce qui va être application lourde, utilisation pour les développeurs d'assistant de code, par exemple, mais aussi sur le navigateur, donc avoir une extension de navigateur pour tout ce qui va être application web, cette fois-ci, être capable de récupérer le contenu du prompt avant même qu'il soit envoyé à l'IA, puisque c'est tout là l'enjeu. Aujourd'hui, il y a énormément de mécanismes au niveau des IA qui font que l'on ne peut pas, même si on a déchiffré le trafic TLS, récupérer le prompt, le contenu du prompt. Il y a des chiffrements qui sont directement avant l'envoi sur certains providers. Et justement, le fait d'avoir l'extension de navigateur ou l'agent léger permet de récupérer ces prompts avant ce chiffrement, ces mécanismes de protection, pour pouvoir contrôler et intercepter la requête directement avant l'utilisation. Aujourd'hui, on supporte Windows et Mac, pas encore Linux, ça c'est à noter tout de même. Mais on supporte complètement Windows, Mac et bientôt également aussi la partie mobile qui est en cours de réflexion. L'idée d'avoir ces extensions navigateurs et ces agents légers, c'est surtout aussi de ne pas avoir de modification de l'architecture réseau. On sait que ça peut être parfois compliqué de modifier tout le cheminement du réseau, de rediriger, ça peut être vraiment... Alors, premièrement compliqué, mais aussi un gros travail de préparation au départ. Ici, on demande juste avoir la possibilité de déployer soit via un MDM pour le Mac, soit par GPO, si on est sur du Windows ou du Active Directory, sans problème, où on peut déployer l'agent et l'extension directement. Second mode de déploiement, on va être sur un mode proxy inversé, cette fois-ci pour les applications IA en interne, pour donc rediriger le trafic des applications vers prompt pour contrôler effectivement les prompts que l'on va envoyer aux AI providers derrière. L'idée, c'est de, encore une fois, pouvoir analyser, filtrer les requêtes,
aussi faire proxy LLM. Il y a un cas d'usage, alors on n'en parle pas beaucoup, c'est un petit peu un effet de bord, mais qui est très intéressant aussi, c'est que puisque l'on va bloquer tout ce qui va être négatif, par exemple les attaques, on peut imaginer complètement les bloquer. Ça permet aussi de ne pas faire de requête à l'AI provider via l'API, ce qui a un coût pour tout ce qui va être tentative d'attaque, tentative d'envoi de données sensibles, nuisibles. Ce sont des choses qui peuvent aussi vous permettre de faire des économies d'usage. Et pour finir, on a la partie agent IA avec la gateway MCP pour les agents qui va venir récupérer les interactions client-serveur entre les agents et les serveurs MCP pour contrôler les usages et les données qui y transitent. J'ai Arnaud Rochet qui nous demande l'impact sur le temps d'exécution des requêtes de la mise en place des protections. Alors, comme c'est écrit effectivement sur la partie proxy inversée, c'est la même chose au niveau de l'extension navigateur et de l'agent léger. On est sur moins de 10 millisecondes d'impact. En fait, c'est vraiment d'impact au niveau du traitement de la requête. Après, c'est niveau réseau. En fonction des réseaux, ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas la mainmise. Mais par rapport à prompt directement, le traitement de la requête, de le renvoi et de récupération des résultats, on est à moins de 10 millisecondes. C'est très, très rapide. Et c'est justement aussi qui fait la force de la solution. Pardon. Jonathan qui a également une question. Existe-t-il un moyen de coupler prompt avec une solution DLP pour, par exemple, bloquer un chargement de fichiers sensibles vers une IA? Alors, très intéressant d'avoir cette question. Il faut comprendre que prompt va vous permettre de le faire intrinsèquement. On peut bloquer le upload de fichiers. On peut même le restreindre pour certains utilisateurs ou certains modèles. C'est-à-dire qu'on peut le bloquer, par exemple, complètement pour tous les modèles qui ne sont pas protégés ou qui ne sont pas, par exemple, payés avec un grade d'entreprise, entre guillemets. On peut imaginer, cependant, autoriser l'upload pour toutes les applications que l'on va payer, justement. On peut imaginer que vous avez un compte cloud pour l'entreprise. Eh bien, on peut autoriser les uploads pour cloud, mais par contre, le refuser pour toutes les autres solutions. Merci beaucoup. Il nous reste une petite dizaine de minutes si tu veux continuer. Effectivement, pas de problème. Alors, effectivement, j'ai trois modes de déploiement. C'est peut-être plus intéressant de le voir de manière graphique. Donc, effectivement, sur les 4 cas d'usage, dans les 4 cas d'usage, l'idée, c'est de se connecter entre le cas d'usage et prompt. Donc, l'utilisation de l'IA pour les employés, les assistants de code, etc. Prompt va venir faire le blocage, l'anonymisation des règles, des données sensibles, pardon, le blocage de prompt malveillant ou de serveurs MCP. L'idée, c'est qu'à chaque fois, vous pouvez avoir des règles qui vous sont propres, que vous allez définir. Il y a aussi des règles prédéfinies, bien évidemment, pour tout ce qui va être DLP. Il faut comprendre que Prompt va inclure, en plus de la protection des données sensibles, etc., et surtout des blocages, va inclure donc la possibilité de faire du data leak prevention, bien évidemment, mais pas que, puisqu'il va aussi vous permettre du coup d'avoir cette mainmise sur les IA qu'on autorise, les outils que l'on autorise et les serveurs MCP que l'on autorise. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux maintenant revenir sur justement comment NetMetrics intègre Prompt dans son offre globale pour terminer? Puis après, je pense qu'on va avoir quelques questions. Oui, effectivement, tout à fait. Alors, juste avant de passer sur l'offre NetMetrics, j'ai touché un petit mot aussi sur les intégrations de Prompt. Donc, Prompt va venir inclure aussi un certain nombre d'intégrations qui va vous permettre de renvoyer les logs, par exemple, d'alerte vers votre SIEM, avoir des alertes au niveau des plateformes de communication et surtout aussi pouvoir identifier les utilisateurs de la solution, notamment via le host, les plateformes d'identité comme Google, Okta, Azure, bien évidemment, qui vont vous permettre aussi de mettre un nom sur les utilisateurs et les machines que vous allez pouvoir sécurisé. Et effectivement, dans l'écosystème NetMetrics, pour l'IA,
bien Prompt n'est pas la seule solution qui va venir sur notre portfolio. Il faut savoir que au niveau de notre offre, on va être capable aussi de couvrir toute la partie développement d'IA, de tests, de gestion et d'optimisation des ressources pour l'IA, des infrastructures, avec donc la gestion des ressources GPU, la possibilité vraiment dans les data centers de distribuer, utiliser les ressources de la manière la plus efficace possible au niveau des GPU. À ça, derrière, faire des tests performance des infrastructures qui vont héberger de l'IA, pouvoir valider ces performances et les performances du LLM aussi pour le training, être capable de dire, voilà, via du trafic simulé Rocky V2, sans aller dans le détail, c'est le trafic qui permet aujourd'hui d'envoyer des données d'entraînement au modèle, être capable de valider les performances de notre modèle et derrière aussi les performances de notre modèle à redonner l'information aux utilisateurs, donc ce qu'on appelle l'inference, c'est-à-dire le mode production. Donc, pour chaque étape, on va venir tester les performances, distribuer, optimiser les coûts. Tout ça dans l'histoire d'être le plus performant possible et surtout le moins coûteux possible. Une IA qui fonctionne bien, c'est une IA qui coûte le moins cher possible. Alexandre, j'ai Guillaume qui nous demande s'il y a un intérêt de la solution Prompt pour un usage d'une IA locale via Ollama. Et on m'indique derrière qu'il ne nous reste que quelques minutes. Donc, si tu... Enfin, je ne sais pas dans quel ordre tu veux, si tu veux qu'on prenne des questions maintenant ou terminer d'abord la présentation. Ouais, alors je termine en une petite minute la partie sécurité et puis on prend les questions, je te propose juste après. Autrement, donc après la mise en place de l'infrastructure, on vient aussi sur la phase de déploiement et de développement. Donc au niveau du développement, on a une offre avec la solution MendAI qui va venir vous permettre aussi de développer, détecter les composants de l'IA, détecter les vulnérabilités, les dépendances des différents modèles open source que vous pouvez utiliser. Parler d'Ollama, justement, c'est les modèles utilisés par Ollama. Souvent, si on veut mettre une surcouche, vérifier ce qu'il y a derrière, ça implique différentes choses, des dépendances, encore une fois, des vulnérabilités, certains biais aussi du modèle. Et ça, on peut le détecter avec MendAI lors du développement. Et à ça, on ajoute des services donc, qui vont nous permettre d'évaluer les risques de l'IA et les risques de conformité réglementaire liés aux IA que vous développez en interne. Et de remédier à ces risques, bien évidemment, avec les implémentations de l'AI Bomb, renforcement des prompts, mise en place de programmes de gouvernance et de sensibilisation des développeurs, bien évidemment, aux usages de l'IA dans le développement. Et derrière, évidemment, on a la solution Prompt que j'ai pu vous présenter, qui va venir vous permettre de mettre en place une politique d'utilisation de l'IA, un pilotage continu de cette politique et des règles qui vont être granulaires et en direct que vous allez pouvoir faire évoluer avec le temps, bien évidemment, et les outils qui vont être sur le marché. Merci beaucoup, Alexandre. Je vous remercie. Alors, effectivement, merci. Je suis navrée d'écourter un petit peu ta présentation. Pas de problème. On a quelques questions. Alors, Benoît Bernadotte, souhaitait qu'on redéfinisse la notion de serveur MCP. Est-ce que tu veux commencer par ça? On a également Nicolas qui nous demande si Prompt Security nuit aux performances. Et on aura ensuite une question également dans la partie questions. Je te laisse peut-être répondre d'abord aux deux premières et on terminera. Alors, effectivement, il y avait... Alors, la première question, excuse-moi, c'était la redéfinition du serveur MCP. Le serveur MCP, c'est quoi? C'est un serveur qui va permettre de transformer les endpoints API en langage humain pour les agents IA. C'est-à-dire que lorsque vous allez demander à un agent IA, va chercher mon emploi du temps sur l'application Notion, par exemple, eh bien, un serveur MCP de Notion va venir intégrer en fait, le palier entre le langage humain et les endpoints API à aller chercher pour récupérer les informations. Donc, ça vous permet de connecter l'IA à des applications métiers. Mais par contre, évidemment, c'est des permissions que vous allez donner à vos agents IA pour aller chercher des informations automatiquement. Donc, c'est des choses qu'il faut mesurer et identifier. Merci Alexandre, c'est très clair. Et est-ce que Prompt Security nuit aux performances?
Eh bien, Prompt Security ne nuit pas aux performances. L'idée, c'est d'avoir, encore une fois, un agent léger qui va venir récupérer la partie réseau, la partie au niveau de l'extension, aussi navigateur, récupérer les prompts. L'idée, c'est de le faire de la manière la plus invisible possible. Alors, c'est évidemment des performances de mémoire. Au niveau RAM et processeur, on est à peu près, on a moins d'1% de processeurs utilisés. Au niveau RAM, c'est 86 mégas de RAM sur le système. Pour aller vraiment dans le détail. Super, merci beaucoup. Je crois que nous avons répondu à toutes les questions. Merci pour tous les compliments qu'on a reçus sur la présentation, que vous avez reçus sur la présentation. Olivier, on est navré pour ce problème technique. J'ai vu qu'il y avait quelques demandes de contact et d'envoi de la présentation dans le chat. On reviendra vers vous très rapidement avec tout cela. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin, Alexandre? Non, effectivement. Alors, merci à tous d'avoir effectivement participé à la présentation. J'espère que c'était intéressant et que ça peut aussi vous donner des idées. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les informations juste ici. On pourra vous envoyer également les présentations. Et si vous voulez vous faire une démonstration, bien évidemment, on est ouvert à tout. Merci à tous.